bonjour pour certains que je n'aurais pas déjà salué. On va encore attendre un petit peu. On compte des retardataires. Donc on va prendre les 2-3 minutes, enfin les 5 minutes, on va dire, de convenance qui va nous permettre de les attendre. Et puis on démarrera évidemment si ça n'arrive pas. Très bien, bah écoutez, donc merci à tous merci à tous pour votre présence à cet événement que j'espère riche sur plein d'aspects et puis qui nous permettra de passer un bon moment ensemble. Donc, juste pour me présenter très rapidement, je suis Laurent Fournier, au sein d'MDC, je suis le directeur général. Et puis, plus opérationnellement, j'ai en charge la partie commerciale. Voilà, tout ce qui touche au commerce, au marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, certains d'entre vous me connaissent. Voilà un petit peu. Alors, l'agenda sera le suivant. On va vous présenter quand même MD6 pendant 5 petites minutes. Je vais être assez rapide. Et puis, je vous propose d'engager après avec Thomas Alex, donc, qui est notre rubrique locale, puisque Thomas nous accompagne sur la région pour ce qui est de la région Grand Est, en l'occurrence, et qui nous présentera rubrique en quelques mots. Et puis, par la suite, nous aurons donc Quentin, qui est spécialiste chez nous autour des sauvegardes et plus particulièrement de rubriques, qui nous présentera des cas d'usage clients pour vous donner de la visibilité sur les atouts et les apports que peuvent vous apporter rubrique dans le cadre de votre exploitation et plus particulièrement de la thématique sauvegarde. Voilà. Donc, je démarre. C'est parti. Donc MD6, en quelques mots, concepteur de plateforme d'infrastructure. On se positionne vraiment en tant que tel, c'est-à-dire qu'on embrasse la totalité du sujet des problématiques infrastructure avec une ADN très, très, très technique. Je le reprendrai un petit peu par la suite sur un de notre slide. Même quand il s'agit d'un sujet comme la sauvegarde, on ne peut pas s'empêcher de couvrir l'ensemble du périmètre du client ou de notre prospect pour essayer d'appréhender au mieux finalement la qualité et le design de la brique qu'on va lui délivrer et de bien comprendre son environnement. Voilà, c'est dans ce sens qu'on parle de concepteur de plateforme d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de mettre à disposition de nos clients une brique si on n'est pas amené à travailler sur l'ensemble du périmètre, mais à vraiment travailler en profondeur l'intégration de cette dernière dans son système d'information. Pour ça, évidemment, il faut maîtriser un certain nombre de technologies, mais on y viendra. MD6 en quelques chiffres. Donc MD6, c'est deux marques. En fait, c'est donc la marque MD6 pour tout ce qui touche aux infrastructures. Depuis juillet, on a une deuxième marque qui s'appelle IDMove. On fait pas mal de R&D, on fait de l'IoT, on fait de la recherche dans un certain nombre de domaines pour faire de la BI. Du coup, on a souhaité identifier une structure à part entière à ce sujet. Et puis, on a cette année 2020 aussi adhéré, l'année passée, pardon, aussi adhéré au groupe Convergence. L'objet pour nous, c'est Convergence qui compte plus de 100 adhérents au niveau national. L'idée pour nous était d'accompagner nos projets nationaux. Là, par exemple, nous sommes sur un sujet où il y a 300 sites à aborder sur des problématiques réseau. Et vous aurez bien compris qu'avec les 25 collaborateurs que nous sommes, on a mais il n'est pas techniquement possible de déployer des projets au niveau national. Donc, on s'appuie sur ce type d'organisation pour pouvoir réaliser ce type de prestations. Donc, voilà un petit peu. Donc, 4,7 millions de chiffre d'affaires, un peu plus de 25 collaborateurs. Je pense qu'on va pas tarder à toucher les 30, environ 150 clients actifs. On est sur Avignon, Strasbourg, Paris et Luxembourg. Et on compte des clients parmi tout le territoire français pour ne s'arrêter qu'à lui, puisque nous avons des clients dans le sud-ouest, dans le sud-est, à Paris, voilà, donc des conseils départementaux, des hôpitaux, parfois en collaboration d'ailleurs avec Rubrique, qui, au travers de notre savoir-faire, nous embarque sur certains projets. Il y a parmi vous, je crois, un de ceux-ci. Voilà, et évidemment, c'est là que nous avons ensemble la capacité à apporter ce qui peut être de meilleur en matière d'intégration. Notre offre, très rapidement, elle tourne autour des infrastructures, du DevOps et des applications et des processus métiers. Vous l'avez compris, j'ai évoqué tout à l'heure cet ADN technique. On ne se contente pas de pousser des boîtes parce qu'il y a un constructeur qui a eu une bonne idée.
On a vraiment ce sens de l'ingénierie. Ce qui explique aussi que dès 2014, donc tout début 2014, on pourrait presque parler de fin 2013, on a proposé des solutions Nutanix, Nutanix à un de nos clients qui était dans le e-commerce, avec un enjeu très stratégique. 2015, on était déjà en capacité à proposer à des clients des enjeux autour de la conteneurisation, de l'automatisation, avec une certification dès 2015 en Docker. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, on a été un des premiers acteurs à proposer Rubrik sur le Grand Est de la France, puisqu'on est une des premières références dans ce domaine dans la région. On est la première référence même dans la région. Nutanix, pour information, on est la première référence française Nutanix en production, puisqu'il y avait déjà des références, mais qui étaient plutôt des bacs à sable ou pour de grandes entreprises. Voilà un petit peu. Au travers de ces références, ce qui nous importe, c'est plutôt de vous montrer notre capacité à accompagner nos clients dans des réflexions, dans des démarches, plutôt que d'être suiveur de notre écosystème. Vous aurez compris de quoi je parle. Évidemment, tout ça s'accompagne autour de thématiques services que sont l'audit, le conseil. Ça va de soi. L'intégration, puisque il ne s'agit pas que de conseiller, mais il faut aussi être capable de déployer notre savoir-faire en matière de design. Et puis, aujourd'hui, c'est une attente très, très forte de nos clients. Il faut être en capacité à apporter du support et de l'assistance dans le cadre de vos exploitations. Nos domaines d'activité, on les a structurés, j'ai envie de dire en 6 pôles. Les infrastructures avec la thématique du data center, avec le end user, avec les enjeux du multi-cloud. Le réseau et la télécom, qui est aujourd'hui un passage obligé de structures comme les nôtres. On ne peut plus aujourd'hui délivrer de systèmes d'information sans avoir un minimum de compétences dans ces domaines-là. Le DevOps, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus, mais sachez que nous comptons un certain nombre de clients, même presque prestigieux, comme le Sénat, alors, fut-il que ça le soit, mais à Paris, pour vous donner une idée. L'offre Serenity est chez nous toute la partie service du maintien en conditions opérationnelles, de la téléexploitation, de la supervision, un certain nombre de services qui vont aussi tourner autour de l'externalisation, puisque nous offrons à certains de nos clients la capacité à être hébergés dans du cloud qui est privé pour des réponses à des enjeux très spécifiques. Voilà. Je ne l'aborderai pas là maintenant, mais par exemple, certains de nos clients nous demandent de faire de l'archivage de leurs données dans nos data centers. Et nous avons, depuis tout début d'année, créé un pôle cybersécurité parce qu'au travers de nos compétences sauvegarde, effectivement, nous avons bien compris tous les enjeux que ça représentait et nous avons pour ça monté une offre avec des embauches dès janvier qui ont été spécifiques dans ce domaine. En l'occurrence, 2 personnes qui nous ont rejoints. Voilà un petit peu. Enfin, nos clients, nos partenaires, nous comptons des clients de tout genre, puisque notre métier ne nous amène pas à verticaliser notre démarche, mais vous compterez parmi eux certaines grandes enseignes puis nos partenaires à droite, alors qui peuvent vous paraître nombreux peut-être, mais effectivement, quand vous êtes amené à faire de la containerisation, de l'automatisation, ça fait appel à de nombreuses technologies. Tout ça, c'est un ensemble de technologies et son intégration qui permet à nos clients de disposer d'infrastructures, on va dire, ce que j'appelle cloud ready, c'est-à-dire pour faire du vrai cloud, c'est-à-dire maîtriser ses VM, maîtriser ses workloads et être capable à tout moment de pouvoir migrer d'un data center à un autre sans être contraint par des enjeux techniques. Voilà, il s'en va de la présentation d'MD6. Je vous remercie dès à présent pour cette écoute et puis je vous souhaite une très très bonne suite avec la présentation que nous allons avoir donc de Thomas, de Quentin et puis par la suite cette présentation sur la dégustation des vins. Merci à tous et puis on se tient à votre disposition en fin de séminaire s'il y a des questions plus d'ordre commercial. Voilà. Alors moi, de même, je vais vous partager mon écran. Et est-ce que tout le monde voit bien? OK, C'est parfait, bon, tu peux super. y aller. Super, merci. Bon, tout d'abord, je remercie MD6 de m'avoir offert l'opportunité de participer à ce moment convivial avec eux. C'est toujours agréable de ne pas être là que pour monter des offres commerciales. Malgré tout, moi, je suis là pour vous parler un petit peu de mon entreprise qui est Rubrik. Pour me présenter, donc, je m'appelle Thomas Alex. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai rejoint Rubrik. Je suis situé physiquement à Paris, mais comme l'a expliqué Laurent, je couvre tout le quart nord-est de la France aujourd'hui.
Euh, pour vous raconter brièvement donc, l'histoire de Rubrik, ce qui est important de comprendre, c'est l'origine, c'est pourquoi est-ce qu'on est, aujourd'hui présent sur le marché et finalement vous raconter un petit peu l'histoire des dirigeants à l'origine. Et c'est une histoire qui remonte, à peu près 8 ans, où on a 4 personnes qui avaient des habitudes de travail communes, alors qui venaient, pour, les 4 de 3 entreprises différentes et de 3 environnements totalement différents. Il y en a un qui venait d'un fonds d'investissement et qui avait, été l'un des investisseurs, notamment de l'entreprise de Nutanix, pour ne pas la citer. Et puis il avait des collègues, qui étaient disséminés dans d'autres structures, pour ne pas les nommer Google et Oracle. Et puis ils ont voulu se lancer dans l'aventure, tous les 4, et ils se sont dit: «Voilà, si on dresse un constat aujourd'hui», alors quand je dis aujourd'hui, il faut se remettre à 8 ans en arrière. Si on dresse un constat de l'informatique, qu'est-ce qui a beaucoup bougé, sur ces dernières années? Quelles ont été les innovations, les révolutions? Et puis le constat a été assez rapide. Il y a la virtualisation qui est arrivée avec aujourd'hui, on va dire VMware qui a une position de leader incontestable sur le marché. Il y a eu ensuite par la suite, les phénomènes d'hyperconvergence avec le premier arrivé, avec un Nutanix. Hem, il y a eu, voilà ce genre de révolution et puis, ils se sont posés une question qui est de dire: «OK, mais, dans l'informatique, ce qui est important aussi, c'est pas que la production, il y a aussi, la partie de backup». Et quand on dresse un constat sur le backup, on s'aperçoit que globalement, ça fait, 15-20 ans, que la quasi-totalité des entreprises, ont pas bougé, sont restées toujours figées sur le même modèle et qui est un modèle qui est extrêmement siloté. Donc on parle énormément, de serveurs de backup, de proxy, de catalogues, de bases de données, pourquoi pas de tape encore, et donc voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire ici parce que, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de plus simple, de plus efficace, de plus performant, de novateur. Et puis en parallèle, si on se pose la question, de se dire: «Quels sont finalement aujourd'hui les nouveaux besoins des clients? Quels sont les nouveaux enjeux? Qu'est-ce qu'on peut constater comme, nouvelles coutumes?» On s'aperçoit que finalement, il y en a 3 grandes principales et qui sont toujours d'actualité. La première, c'est le cloud public. C'est vraiment ce questionnement que les clients se posent, à savoir: «Ai-je un intérêt, à me séparer d'une certaine empreinte data center on premises et aller chercher des ressources à l'extérieur de mon data center?» Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est de dire: «Il faut que je sois de plus en plus au service de mon métier, donc il faut que moi, dans mon infrastructure, je me consacre davantage sur des valeurs ajoutées et il faut que j'essaye de passer de moins en moins de temps derrière mon poste à régler des problèmes. Donc, si je peux avoir des choses qui sont automatisables, ce serait super. Le dernier point, c'est bien beau tout ça, mais et la sécurité de mes données? Je vais les protéger, mais que se passe-t-il si j'ai aussi une défaillance sur mon système de backup? Donc, quand on prend ces enjeux, quand on prend cette organisation traditionnelle, finalement, on a un pain. Donc, on a un pain, ça veut dire on a une difficulté majeure. On a une difficulté majeure parce que l'ADN de ces entreprises n'a pas été conçu pour être simple, n'a pas été conçu pour aider facilement les clients vers ces nouveaux enjeux. Et c'est là où on a dit il y a quelque chose à faire. Donc, pour se faire, la première étape sur Rubrik, elle a été simple, elle a été de se dire on va simplifier l'architecture. Mais on a besoin malgré tout de réutiliser tous ces composants et qui, dans les faits aujourd'hui, ça peut être une multitude de soft de backup, une multitude, de matériel, que ce soit du serveur, du stockage, du réseau, pour agréger et avoir finalement une solution complète. Donc on a dit: «Nous, on va faire quelque chose de plus simple. On va récupérer tous ces composants et on va être en capacité de proposer une seule solution applicative». Donc Rubrik aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est un éditeur de soft. Et dans notre solution, on a réussi à agréger tous les composants qu'on avait besoin d'avoir en amont pour finalement n'avoir plus qu'une seule solution et tout gérer de bout en bout. Donc les 3 points qui on défend aujourd'hui sur le marché et qui sont capitaux pour nous, c'est l'ADN sur lequel repose la société. Donc le premier pilier, c'est d'être ce qu'on appelle une solution cloud native. Donc c'est cette capacité d'aller accompagner les clients qui sont soit sur du full on-premises, soit sur du cloud public, soit les 2. Donc ce qu'on appelle l'hybridation aujourd'hui. Donc ça, c'est important, c'est le même produit qui fait tout. Le deuxième point, c'est d'être en capacité de créer cette chaîne d'automatisation chez le client, c'est-à-dire la capacité de dialoguer avec l'écosystème.
Le backup tout seul dans son coin, ça ne sert à rien. Le backup va commencer à prendre du sens lorsqu'on va bien évidemment le solliciter, mais lorsqu'on va pouvoir lui apporter une valeur ajoutée, à aller dialoguer avec son écosystème. Donc, on a fondé un produit qui est basé sur des API. Et sur notre moteur API, on est simplement venu poser une interface graphique qui va le rendre plus user-friendly. Et le troisième point, c'est la sécurité. Ça, c'est le credo de base. C'est la capacité de vous garantir qu'une fois qu'on a protégé les données avec Rubrik, ces données sont immuables. Donc, si je dois faire un parallèle avec ce qu'on entend aujourd'hui, qui est malheureusement devenu un fait divers, la cybercriminalité, nous, aujourd'hui, on est en capacité, quand bien même vous vous fassiez attaquer sur la production, de vous garantir que les données qu'on a protégées sont immuables. Donc, on vous permet de redémarrer vite et avec des données récentes. Donc ça, c'est un point qui est très important. Volontairement, je vais m'arrêter ici parce que sinon, je vais commencer à empiéter sur ce que va raconter Quentin. Euh, pour vous donner une photo aujourd'hui de là où on se positionne sur le marché, un indicateur qui, je pense, parlera à tous. Ça fait 7 ans que la société existe. Ça fait 3 ans qu'on est présent dans le Gartner. Et en fin d'année dernière, on est passé dans le carré en haut à droite en tant que leader. Voilà, donc je pense que la philosophie de l'entreprise et ce que les fondateurs ont choisi comme trajectoire a été la bonne, puisque on a aujourd'hui cette reconnaissance sur le marché avec une multitude de clients. En France, en l'espace de 4 ans, on a réussi à se construire 83 ou 84 clients, quelque chose comme ça, avec des partenaires et notamment avec l'accompagnement et la compétence de MD6. Et donc voilà, on est dans une entreprise qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, qui innove énormément. Et donc, on fait vraiment profiter de toutes ces innovations à nos clients. Je m'arrête de parler là, sinon je vais commencer à déborder. Quentin, je te laisse la main. Merci Thomas. Donc moi, effectivement, je vais vous présenter le slide. Hop. C'est bon, vous voyez? Il n'y a pas de souci? Ok. Allons-y. Alors, déjà, je vais effectivement commencer par me présenter un peu plus précisément que ce que l'a fait Laurent. Donc moi, je fais partie de la société MD6. Je suis spécialiste effectivement sur tout l'environnement infrastructure. Je travaille sur des sujets qui sont le système et le backup. Donc aujourd'hui, le backup, ce qui nous intéresse, je suis effectivement expert certifié sur Rubrik. Le sujet de la présentation aujourd'hui, je vais commencer par vous parler en fin de compte comme le disait Thomas, et c'est gentil de ne pas trop avoir débordé, sur vraiment comment fonctionne le produit. Et puis derrière, je vous parlerai effectivement de 4 cas d'usage que l'on a pu déployer chez des clients, pourquoi on l'a fait, dans quel contexte, et les besoins. Ça mettra aussi en avant un petit peu le produit et ce que l'on sait faire, nous, en interne chez Rubrik. Chez MD6, pardon, et Rubrik, bien sûr. Alors, donc, comment fonctionne Rubrik? Donc, on a votre environnement de production avec divers et variés systèmes d'information, de la VM, du Windows, etc. Je ne vais pas faire tout le tour en passant par l'applicatif Oracle et SQL. Et à côté de ça, comme l'indique en haut à droite, Quick Start, Rack and Go. Donc c'est vraiment résumé, c'est-à-dire qu'on va arriver avec une solution clé en main à installer dans vos data centers. On démarre la machine et on peut commencer à sauvegarder. Comment on va le faire? Tout simplement déjà par l'intermédiaire de SLA. Alors quand je dis SLA, ça regroupe techniquement toutes les phase en fin de compte de définition d'une sauvegarde, c'est-à-dire la fréquence, les rétentions, les fenêtres de backup, là où on va déposer physiquement au niveau stockage notre sauvegarde. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, l'appliance embarque du disque, donc il y a du disque sur la machine, mais on va pouvoir aussi externaliser sur de l'archivage, voire répliquer sur d'autres machines en cas de besoin. On le verra par la suite, j'ai quelques use cases derrière. Le troisième point qui est important, on l'a dit tout à l'heure, c'est être performant.
Donc, être performant, c'est être capable d'absorber un certain nombre de sauvegardes. Aujourd'hui, il y a énormément de produits qui le font. Rubrik est très, très bon là-dedans. Il y a eu dernièrement énormément d'évolutions, surtout sur la partie hyper convergée, virtualisation, où on est capable d'ingérer de la donnée en splittant un certain nombre de flux. Aujourd'hui, une machine Rubrik, l'appliance est découpée en 4 nœuds. On est capable de splitter une machine virtuelle, une sauvegarde, par exemple, sur ces 4 nœuds-là. Donc, c'est vraiment un gain de productivité. Quand on parle de sauvegarde, bien évidemment, on parle à un moment donné de restauration. Et c'est, j'ai envie de dire, là où il faut être très, très bon. On parlait tout à l'heure de ransomware, de problématiques diverses et variées en cas de restauration. Donc, le RPO et RTO, je pense que ça parle à tout le monde, pas forcément besoin de le détailler ici. Ce que je veux dire par là, c'est que la solution est faite pour limiter et réduire au maximum ces temps de restauration. Par du live mount. Ce qu'on appelle live mount, ça va être tout simplement dire, bah voilà, j'ai eu un disaster sur ma machine, j'ai eu un problème, je veux immédiatement la remonter. Rubrik est capable de remonter immédiatement de la machine virtuelle. Que ce soit sur n'importe quel hyperviseur aujourd'hui, supporté par Rubrik, on est capable de dire, bah voilà, je présente du stockage Rubrik et je monte, j'utilise la capacité des hyperviseurs pour faire fonctionner la machine virtuelle. De la même façon, sur les applicatifs SQL et Oracle, on sera capable de faire exactement le même processus. On a une intégration aujourd'hui native avec VMware qui est aussi le CDP. CDP, c'est la contraction de Continuous Data Protection. Ça a pour but d'avoir les IO qui sont envoyés directement sur les ESX, mais en parallèle envoyés sur la brique. Donc avoir un RPO, RTO sur certaines machines qui vont être à l'IO près en termes de restauration. Ça me paraît très, très important sur certaines applications qui sont aujourd'hui très critiques. On parlait de sécurité face au ransomware. Le chiffrement de bout en bout est évidemment un sujet important et supporté par Rubrik. Dès l'instant où on fait un backup, il sera chiffré sur l'appliance et il sera immuable. Comme l'a dit Thomas tout à l'heure, le file system Rubrik est construit autour de cette immuabilité. C'est-à-dire que l'on va pouvoir écrire et seulement écrire et non pas aller la cryptoloquer comme on pourrait le voir, changer des éléments dans ces sauvegardes. C'est impossible. Et le dernier point de ce slide, c'est la vocation à ce que aujourd'hui Rubrik s'oriente et veut vraiment être, c'est-à-dire l'orientation vers le cloud, le management de la donnée, que ce soit on-premise et que ce soit dans le cloud. Là, on parle de externaliser la donnée dans le cloud, donc le cloud out. Ça nous permet aussi d'avoir tous les mécanismes de recherche, récupération de la donnée suite à l'externalisation. Et le cloud on, c'est-à-dire que la brique est capable Rubrik est capable d'instancier des machines qui ont été envoyées en archive dans le cloud. Bien évidemment, donc là je parle de cloud public, on peut faire aussi de l'archivage dans le cloud privé, qui serait de l'object cloud, du NFS, ou encore de la tape pour ceux qui veulent rester sur cette technologie. Néanmoins, ça se fait, mais c'est pas l'orientation que veut donner Rubrik à son produit. Néanmoins, Rubrik, comme je le disais, comme le disait aussi Thomas, c'est plus que de la sauvegarde, dans le sens où ils ont développé une plateforme SaaS, s'appelant Polaris. Sur cette plateforme, on va retrouver plusieurs choses. Néanmoins, là tout à l'heure, je vous ai parlé de Rubrik, c'était plutôt on-premise. Là maintenant, on va parler de Rubrik s'instanciant aussi dans le cloud. Donc, ça regroupe la sauvegarde de ces environnements cloud. Ça regroupe tout un tas de
de possibilités d'applicatifs liés à la sauvegarde que Rubrik a déployé, et ça me semble intéressant d'en parler ici. Le premier élément, c'est Polaris GPS. Donc là, c'est tout simplement vous montrer qu'aujourd'hui, plusieurs briques on-premise, plusieurs appliances à gérer, c'est bien, mais ça peut être vite compliqué si on doit se connecter sur toutes les interfaces. Avec GPS, on a une visibilité de l'ensemble des interfaces. On a aussi une gestion de ces backups. On a une gestion de la restauration. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir faire en direct sur l'appliance, on va pouvoir aussi le piloter via Polaris GPS. Le deuxième point qui s'oriente plus, on va dire, détection de ransomware, détection d'anomalies sur nos backups, s'appelle Polaris Radar. C'est-à-dire que Polaris Radar va utiliser les métadonnées et les changements qui ont été effectués d'un backup à l'autre pour vous dire attention, là j'ai eu une anomalie sur ce type de backup, il y a eu énormément de changements, il y a eu énormément de diètes, et en plus de ça, je détecte des fichiers corrompus. Potentiellement, ça peut être rien du tout, un utilisateur qui a fait un gros delete sur un dossier, et là, on ne s'en était pas aperçu, Radar va nous alerter, ou faux positif. Faux positif de moins en moins dans le sens où vous êtes capable de lui dire non, ça c'est un faux positif, la prochaine fois, je n'ai pas besoin d'être alerté. Il y a un mécanisme de machine learning derrière qui apprend en fin de compte l'ensemble de ces comportements pour vraiment s'intégrer dans votre système d'information. Je parlais de la sauvegarde des environnements cloud. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Office 365, Microsoft 365. La protection entière de ces données, donc que ce soit Mailbox, OneDrive, SharePoint, Teams, sont supportés aujourd'hui par Rubrik. Ça me paraît important d'en parler dans le sens où de plus en plus, les gens abandonnent Exchange en local et se dirigent vers le cloud. La protection des environnements Azure, AWS et GCP aujourd'hui, donc Google Cloud Platform, sont gérés aussi par cette plateforme et supportés par Rubrik. Le dernier point, c'est Polaris Sonar. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait pour vous parce qu'on en parle en France, mais on n'en parle pas tant que ça. C'est tout ce qui est classification de la donnée et conformité des informations privées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de GDPR, PCI DSS un petit peu moins, mais toutes ces normes-là de gestion de la donnée, Rubrik est capable de l'identifier au travers de vos backups et de ces métadonnées pour vous dire attention, là, alors ça serait critique, attention, là, je suis capable de détecter des coordonnées de carte bancaire. Je prends l'exemple vraiment, comment dire, facile, mais on est capable de détecter tout un tas de choses par rapport à cet applicatif-là. J'en parle pas dans ce slide, mais ça mérite de vous l'énoncer. Il y a une dernière application qui sort ou qui va sortir bientôt, c'est ce qu'on appelle AppFlow. Tout à l'heure, je vous ai parlé de sauvegarde on-premise et d'envoyer la donnée dans le cloud et être capable de la redémarrer. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça se faisait de manière, on va dire, manuelle. AppFlow va vous accompagner pour avoir des blueprints et puis démarrer, séquencer des redémarrages en disaster recovery. Ça arrive. J'ai pas eu le droit de le présenter. J'ai pas le droit de le présenter là parce que voilà, c'est pas, ça sort, mais j'ai pas le droit de le présenter. Mais je peux vous en parler à l'oral. Donc voilà, c'est fait. Et ça me paraît important aussi. Ça fait partie du spectre de l'environnement cloud et de ce que l'on peut faire avec cette plateforme Polaris. À présent, je vais vous parler du coup de cas d'usage. Alors, bien sûr, je nommerai pas les entreprises. Je vais vous donner un certain nombre d'informations sur les entreprises. Ce cas d'usage présent, c'est une société d'environ 6000 end-users. 6000, ça varie entre 6 et 7000. Un parc de 600 machines protégées entièrement par Rubrik. Comme vous le voyez sur la droite, je n'ai pas un cluster, mais j'en ai plusieurs. Là, je vous ai mis le focus sur la France.
Je dirais que c'est même sur l'Europe, juste que ça prenait un peu trop de place dans mon slide. Donc voilà. Environ 6000 boîtes aux lettres et OneDrive. Aujourd'hui, SharePoint, c'est en test chez eux. Donc voilà. L'architecture, elle se compose de la manière suivante. Donc j'ai 2 sites centraux. J'ai un site à Strasbourg et je dirais même que c'est mondial parce que j'ai un deuxième site aussi au Canada qui est en train d'être déployé bientôt dans les mois à venir. Et j'ai donc 3 appliances. J'ai 2 appliances sur Strasbourg, une dédiée uniquement à la production, la seconde qui est dédiée à tous les sites distants, donc tous les petits points que vous voyez sur la carte. Ce sont des rubriques Edge, donc des sites distants, rubriques Edge pour identifier et savoir ce que cela représente. Ce sont des machines virtuelles que l'on installe sur un hôte, là pour le coup ESX, avec du stockage, et ça fonctionne exactement de la même façon qu'une appliance, c'est juste que c'est l'équivalent de un nœud dans l'appliance. Donc c'est une rubrique Edge sur chaque site distant pour sauvegarder de l'infrastructure locale, qui est répliquée sur le site de Strasbourg sur une appliance physique. Et on est en train de travailler sur le même système de site distant, site robot, répliqué en centrale sur le siège canadien de cette entreprise. Juste pour illustrer un vrai cas d'usage de ransomware, typiquement cette entreprise a été attaquée par un ransomware pas plus tard qu'en 2019. En 2019, ils ont eu de la chance parce qu'ils avaient déjà du Rubrik. Je dis de la chance, pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que d'autres produits auraient pu faire ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'en une journée, on a remonté l'entièreté de ces 600 machines. Alors derrière, tout n'est pas fonctionnel quand Rubrik restore, dans le sens où il faut remettre l'applicatif. Il y a un certain nombre de choses qui, lorsque l'on restaure une production entière à remettre en route, je ne parle pas d'informatique, là je parle de machines qui tournent derrière, etc. Donc on peut dire qu'ils ont pu repartir d'un point de vue informatique une journée à la suite de l'attaque de ce ransomware. Et d'un point de vue production, ils ont pu mettre 3 jours pour repartir sur la production. Sachant que, comme je disais, c'est de la production industrielle. Donc c'est assez compliqué pour remettre en route. Donc ce use case-là illustre 3 grands points. L'évolution, parce qu'il faut savoir qu'au point de départ, ils avaient un cluster pour sauvegarder la prod. Aujourd'hui, on le voit bien, ils ont fait le choix par notre conseil, bien évidemment, par la solution qui leur avait plu sur leur production, de l'évolution vers la sauvegarde de leur site distant, la réplication. La scalabilité, c'est hyper important dans le sens où aujourd'hui, on est capable d'ajouter aux besoins de la volumétrie, on est capable de grandir en nombre, et la restauration rapide par rapport à cette problématique de ransomware. C'est vraiment les 3 axes que je voulais aborder sur ce sujet. Le deuxième cas client, c'est 2 institutions. Donc, le premier slide évoque la première institution. Pour vous donner le contexte dans lequel on répond à cette offre-là, c'est un AO public. En face de nous, on a effectivement des confrères de la sauvegarde. On répond à cet AO, pourquoi avec Rubrik? Tout simplement parce qu'ils ont un besoin important et fort de simplifier leur exploitation, d'avoir un support, d'être capable d'externaliser. Tous ces besoins-là ont fait que Rubrik était pour nous la solution, vraiment simple. Aujourd'hui, il y a une interface, je ne peux pas vous la présenter parce que je n'aurai pas forcément le temps, mais on pourra en rediscuter derrière si vous voulez plus d'informations et une démo. Mais une interface qui tourne autour du HTML5, qui est très intuitive. Pour vous dire, dans toutes nos offres, on met de la formation sur cette technologie. Très sincèrement, j'ai jamais eu besoin de former les personnes qui devaient l'utiliser techniquement. C'est-à-dire que les gens qui font de la sauvegarde et qui ont suivi un petit peu le déploiement, j'ai jamais eu besoin de les former. Par contre, effectivement, la formation est utile pour les gens qui ne connaissent pas sur la partie exploitation. Donc l'institution, elle regroupe 110 machines virtuelles, 90 hosts physiques.
Donc tout à l'heure, je partais que de machines virtuelles. Là, on voit aussi qu'on supporte un certain nombre de machines physiques et 80 Tera sauvegardés. Et comme je disais, une exploitation infogérée qui était vraiment le centre de la discussion. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait le choix de Rubrik. La deuxième institution, donc pareil, on a répondu à l'AO sur on a répondu à un AO pour cette institution européenne, un petit peu plus petite. Néanmoins, je vous passe les chiffres, vous pouvez les voir sur votre gauche. Les grands besoins, là, c'était externalisation, cloud public et cloud privé, et le besoin de redémarrer dans le cloud public. Cette structure avait un besoin fort de pouvoir externaliser leur disaster recovery et pouvoir faire du test, du bac à sable. Avec Rubrik, on peut le faire dans le sens où là, il a été choisi le cloud Azure, comme vous pouvez le voir sur votre droite et sur le schéma. Comme je parlais tout à l'heure, on fait du cloud out, donc dans le cloud public Azure. Derrière, on est capable de redémarrer les machines avec du cloud on. Tout ça initié par la brique, mais bien évidemment, le jour où cette brique-là n'existe plus parce qu'il y a un disaster recovery sur le site, parce qu'il y a un souci de sale machine, ce genre de choses, eux, le besoin, c'était de pouvoir donner ces informations-là, parce qu'ils sont physiquement sur Strasbourg, c'était pouvoir donner au final les credentials pour Azure et être capable d'avoir une personne, un directeur, une personne désignée pour redémarrer ces machines-là dans le cloud et être capable de repartir sur une production, bien évidemment, sur la production critique et pouvoir continuer à produire du service. Le troisième cas client est un petit peu particulier, dans le sens où là, je vous ai mis deux schémas, le schéma de gauche et le schéma de droite. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est la souplesse et la simplicité du produit, dans le sens où à gauche, on a du net backup que Rubrik qui a été remplacé par Rubrik. Net backup, c'est bien, mais pour le client, aujourd'hui, ça devenait beaucoup, beaucoup trop lourd. Ils avaient des médias agents, je n'utilise peut-être pas le bon terme parce que je ne fais pas de net backup, un petit peu partout. Et on est arrivé avec 2 appliances sur 2 salles. Donc là, déjà, dans un premier temps, ils ont dit, d'accord, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais OK. Donc on est arrivé avec une architecture beaucoup plus simple que ce qu'ils avaient là et beaucoup plus souple, dans le sens où ils avaient des bandes aussi. Donc là, on leur a dit, OK, vous avez des bandes, mais quel est votre besoin pour les bandes? En fin de compte, les bandes, elles leur servaient juste à externaliser, mais parce qu'ils n'avaient pas assez de pas assez de place sur leur serveur physique et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement à ce moment-là. Et il y avait un troisième besoin qui était la multiplication des copies de sauvegarde. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, qui est celui de Rubrik, alors effectivement, on va externaliser, peut-être pas très très clair, mais on externalise sur des data domaines qu'ils utilisaient aussi avant. Et on a surtout eu cette capacité à proposer une architecture qui se décompose sur 2 salles. Eux, ils ont 2 salles machines aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'une brique fait de la sauvegarde et répliquée sur l'autre salle distante. Lorsqu'il y a un disaster recovery sur la salle distante, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle du compute, du serveur, sur lesquels on est capable de redémarrer. Dernièrement, ils nous ont sollicité à la suite de ce projet pour faire de l'externalisation chez nous. Donc, c'est un projet qu'on a monté, qu'on a architecturé. Et donc, du coup, le maître mot, ça va être envoyer la donnée donc externalisée chez nous et donc leur proposer une copie de sauvegarde chez nous, distante de, on va dire, 400-500 km, puisqu'il y a entre Strasbourg et Paris, c'est à peu près le nombre de kilomètres qu'il y a. Donc voilà, c'est un besoin aussi et une certaine souplesse de la part de Rubrik dans ce cas d'usage-là. Pour moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, que ce soit techniques, d'accord, il y a eu des questions dans le chat. Technique ou pas? Non, technique. Alors, je vais peut-être reprendre le chat, ça sera ce qui sera le plus simple. Je vais reprendre là pour voir ton
2 secondes, Quentin. Oui, donc oui, il y a quelques questions dans le chat qui concernent, par exemple, les hyperviseurs supportés par rubrique, qui sont, faut-il des agents sur des applications telles que SharePoint ou bien encore Exchange and Promise. Enfin voilà, il y a quelques questions à ce sujet-là. Évidemment, il peut y avoir d'autres questions, n'hésitez pas, hein, certains ont déjà posé leurs questions. Peut-être que vous en avez aussi. Pour rendre plus conviviale la chose, on n'est pas nombreux, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de pouvoir vous exprimer à l'oral, c'est peut-être plus sympathique, sachant qu'après on a une dégustation. Ça sera l'occasion aussi de faire un partage un peu plus approfondi. En tout cas, j'espère ce qu'on voulait faire, l'idée quand même, je reprécisais par rapport à la présentation qu'on a fait, on voulait vous présenter quelques cas d'usage clients, une petite présentation succincte concernant la démarche globale de Rubrique et ses fonctionnalités. Évidemment, la prétention n'était pas d'approfondir l'équivalence d'un visio qui aurait duré 2 heures, sur lequel on aurait fait une démo précise avec un certain nombre de choses. Ce qu'on vous propose dans ce sens, c'est plutôt, si vous le souhaitez, de refaire un point avec l'un d'entre vous et vous tous, bien entendu, bien volontiers, individuellement, de façon à pouvoir aborder avec vous plus en profondeur votre projet et comment Rubrique peut être en capacité à répondre ces enjeux-là. Il faut savoir que sur les institutions européennes dont on a parlé, on était en concurrence shortlist avec Vim et que l'un des deux avait déjà Vim, pas l'autre, mais la shortlist a été Vim et Rubrique, et les deux ont fini par choisir Rubrique par rapport à un certain nombre d'argumentations qui ont été mis en avance. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut même, Vim qui est quand même connu pour être assez agressif financièrement, certes, mais comme le disait Quentin, la restauration est devenue un enjeu essentiel aujourd'hui et les quelques milliers d'euros gagnés en amont peuvent parfois avoir coûté en fonctionnalité ou en capacité à vous permettre une restauration avec beaucoup d'efficacité. Voilà. Et un point auquel je tenais aussi à repréciser, c'est que dans les outils que nous choisissons, notre leitmotiv, c'est l'agilité. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir que des outils très agiles et autres, mais c'en est un. Certains d'entre vous le savent, nous sommes aussi un gros acteur et au niveau national de Commvault, hein, puisque nous avons atteint un degré, je pense aujourd'hui avec Commvault, qui va faire que nous allons certainement devenir un acteur au niveau des services Commvault. Si je dis ça, c'est parce que on est vraiment capable de comprendre les enjeux et de positionner les technologies qui conviennent. Et là où Rubrique est très très fort, c'est cette capacité à mettre à disposition des équipes d'exploitation, des restaurations au travers des gens du métier et pas nécessairement à travers l'exploitant en charge de l'outil de sauvegarde. Voilà, donc ça c'est un point aussi qui est très important et qui dans certaines organisations peut s'avérer être un point non négligeable. Voilà, donc je vous laisse la parole de façon à pouvoir répondre aux questions. Peut-être Quentin, tu réponds aux deux premières qui ont été posées, puis je vous invite à poser les questions s'il y en a, bien entendu. Si je reprends du coup la première question qui est dans le chat posée par Jean-François, le client a quel type d'accès Internet, fibre ou giga? Le premier cas, c'est alors, les deux. C'est très éclectique sur les sites. Il faut savoir que Rubrique, pour les sites distants, supporte. Alors, encore une fois, hein, la vitesse de réplication en sera diminuée si c'est moins. Mais je crois qu'il supporte 1 méga. Donc, effectivement, 1 méga, vous n'allez pas aller vite. Mais les sites ont aujourd'hui un minimum de 10 mégas. Donc, il y en a qui ont de la fibre, il y en a 10 mégas, ils n'ont pas de fibre. Donc, voilà. Maintenant, après, pour vous donner un ordre d'idée, et ça, j'en ai pas parlé, ça me permet de rebondir, il faut savoir que Rubrique, c'est de l'incremental forever. Donc, ça veut dire que le plus difficile, surtout dans l'externalisation et dans les sites robots, c'est de passer la première foule. Sachant que la première foule, si elle est trop importante, on est capable de faire du seeding. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la sauvegarde en local, la mettre, on va dire vulgairement, sur un gros disque dur et la ramener en centrale sur le site sur lequel il faut répliquer. Et ensuite, c'est que des incréments. Donc après, tout dépend de la taille des incréments et du taux de change par jour.
Est-ce que j'ai répondu à la question, Jean-François? Oui, c'était ça. C'était pour savoir, parce que là, on parlait de 600 machines sur une journée de restaurer, Oui. avec une volumétrie de 30 Oui, 30 Tera. tout à fait. En fin de compte, justement, sur ces 600 machines, elles sont réparties sur toute la France. Donc, au final, on a 100, donc trois machines physiques de 60 Tera back-end. Donc, si on prend un taux de déduplication en moyenne de 2,5 sur les VM3, ça fait un petit peu de données à restaurer. Et il faut savoir que du coup, la restauration s'est faite en plusieurs phases. La production sur le site primaire et ensuite la restauration sur les sites distants. Parce qu'il faut savoir qu'on a de la restauration locale sur l'ensemble des sites distants qui est ensuite répliquée. Donc là, encore une fois, même si c'est du virtuel, alors on parle sur les sites distants, pas de 50 machines, hein, on parle de 2 à 10 machines. Mais on est en capacité de restaurer. Ok. Et moi, j'en profite juste pour poser la question au niveau de l'outil, de la console. On se connecte où? Et oui. ouais, est-ce qu'on se connecte sur les appliances ou est-ce qu'on se connecte sur un compte dans le cloud? Et en termes de sécurité, est-ce qu'il y a de la double authentification, par exemple? Alors, la réponse est cloud ou sur brique, les deux. Pourquoi? Parce que on peut se connecter effectivement sur l'interface de l'appliance. Ça, il n'y a aucun souci. Double authentification, oui, sur les deux. Dans le sens où sur l'appliance, il y a un mécanisme de double authentification. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il existe. Sur le cloud public, de la même façon. Il y a de la double authentification là qui passe par du SSO. Okay. Voilà. Ça peut être couplé avec l'authentification Microsoft? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Sur la partie cloud. Sur la partie on-premise, c'est dans les roadmaps. Pour moi, c'est du. Il faudrait que je regarde exactement techniquement, mais je ne l'ai plus en tête exactement, mais il y a de la double authentification. Est-ce que ça s'intègre avec Azure? J'ai un doute. En hybridation, oui, mais pas. Ouais, c'est ça. Ok. Merci. De rien. Alors, du coup, je vais répondre aux questions de Laurence. Quels sont les hyperviseurs supportés par rubrique? Les hyperviseurs supportés par rubrique, je vais peut-être pas réussir à tous les lister, mais les plus connus sont Hyper-V, VMware, AHV, j'en oublie sûrement d'autres. Quels étaient les hyperviseurs visés? KVM? Non. Non. D'accord. Ou Oracle VM? Non plus, néanmoins, c'est pas pour ça qu'on sauvegarde pas de l'Oracle VM. Par l'intermédiaire d'argent, et c'est votre deuxième question en fait. Par l'intermédiaire, comment ça? Pardon. En fin de compte, voilà, par l'intermédiaire d'agents, on va pouvoir considérer au final les machines virtuelles comme des hosts et sauvegarder les bases de données. Aujourd'hui, Oracle VM, Thomas, tu vas me dire si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est pareil. C'est dans les, comment dire, ça arrive quoi. C'est dans les clous quoi. Alors, tu me coiffes un peu au poteau parce que je ne suis pas au fait de la roadmap. Ok. Il Bon. n'y a qu'une seule personne chez moi qui pourra répondre, c'est mon CTO IMIA qui lui a de la visibilité sur la roadmap. Et moi, je n'ai pas le droit de communiquer, mais de toute façon, je ne peux rien communiquer parce que je ne la connais pas. Voilà, il me semble que c'est dans les, en tout cas c'est dans les cartons. Je dis pas que ça sortira demain et je suis incapable de vous dire non plus et j'ai pas le droit de vous donner de date non plus. Mais pour moi c'est à l'étude en tout cas et ils y réfléchissent. Pour un agent SharePoint Exchange on-premise, SharePoint et Exchange, si je dis pas de bêtises,
le mécanisme de restauration de ces applicatifs, il n'y a pas d'agent. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que ça sera forcément sur du Windows. C'est soit sur des machines physiques, soit sur des machines virtuelles. Et au final, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil tiers qui va faire la restauration granulaire pour nous. C'est-à-dire que cet outil tiers, on va lui présenter les disques, que ce soit du host physique, puisqu'on fait de la sauvegarde, on fera uniquement de la sauvegarde volume sur du physique et de la sauvegarde de volume virtuel si c'est des machines virtuelles. On va les présenter à cet outil-là et cet outil-là est capable de nous faire de la restauration granulaire directement dans le serveur source, dans le serveur source de SharePoint et de Mail Exchange, Mail, etc. Et c'est quel outil? Je l'ai sur le bout de la langue et vous allez me faire défaut. Thomas, aide-moi. Je suis pareil, je vais le trouver, je vais trouver le nom. Je vais il m'a vous échappé, mais je vais le trouver trouver. aussi. Mais c'est pas un outil exotique, hein. C'est quelque chose Non. de connu. C'est pas pour SharePoint, c'est pas ColonTrack? Ah, c'est ça. Si, c'est C'est ça. ça, merci. D'accord. Merci. Du coup, il s'intègre à la console rubrique ou bien c'est vraiment un outil à part? C'est un partenariat qui est fait avec Rubric et la licence vous est offerte dans le cadre Rubric et c'est effectivement un soft qu'il faut installer entre guillemets sur une machine à part et vous présenter, comme je disais, les LUN, les volumes à cet outil-là. Et ce qui se passe, c'est quand on va faire une restauration sur un environnement tel que celui-ci, on va lancer l'instruction depuis la console rubrique, mais ça va ouvrir automatiquement en fait l'application ColonTrack. Voilà. Parce que du coup, bon, nous, on a déjà testé ColonTrack avec des solutions tiers, enfin d'autres solutions de sauvegarde. Et la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on devait d'abord faire la restauration de la sauvegarde pour pouvoir lancer ColonTrack et faire une restauration granulaire. Sauf que du coup, lorsqu'on perd par exemple un élément de liste ou un document, il faut savoir dans quelle sauvegarde il se situe, ce qui est pas terrible en termes d'exploitation. Ouais, alors moi, il y a deux choses. Avec Rubric, je vous ai parlé tout à l'heure du live mount. Ça ne veut pas dire restauration, en fait, comme vous l'entendez. Je vois bien quand vous dites restauration, vous allez restaurer le disque sur lequel vous avez la donnée. Là, aujourd'hui, quand je vous dis présenter le volume ou présenter le disque virtuel, c'est-à-dire qu'on va faire un live mount au final de ce volume et en 2 secondes, je l'ai présenté à votre machine. Donc, en termes d'exploitation, en 2 secondes, vous avez la donnée. Si vous n'êtes pas sûr du point de sauvegarde dans lequel vous voulez aller le chercher, vous le démontez, vous remontez celui d'à côté et j'ai envie de dire ça. Alors, il y a cette solution-là. L'autre solution, c'est de dire vous êtes capable de l'identifier, mais ça me paraît compliqué, sachant que c'est de la base de données propre à Exchange quand on parle d'Exchange et de la même chose pour SharePoint. Mais voilà, le gros avantage, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la rapidité de restauration pour le coup. Dans le sens où là, en fin de compte, on ne restaure pas vraiment. On met à disposition par l'intermédiaire du stockage rubrique votre volume sur lequel vous allez aller chercher la donnée. D'accord. Okay. Et je ne sais pas quel outil de backup vous avez aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a très peu qui le font sur le marché. Ce mécanisme de live mount et utiliser les disques de la solution de backup pour pouvoir présenter la donnée de sauvegarde là, entre guillemets, à l'applicatif à ColonTrack, mais demain, ça pourrait très bien dire je veux une base de données, peu importe laquelle, ou je veux, je sais pas, remonter en bac à sable quelque chose, tester si mon applicatif fonctionne, etc. Ça peut très bien servir à tout ça, quoi. Ce live mount. Live mount est différent de je restaure à proprement dit sur mes disques de production. Tout simplement parce que je rentre un petit peu plus dans le détail, mais la différence entre le live mount et la restauration, c'est le temps de restauration. Dans la restauration classique, il faut envoyer la donnée sur votre stockage de production. Alors qu'en live mount, elle est mise à disposition tout de suite. Et je suis capable de démarrer la machine instantanément.
D'accord, merci. Voilà. Très bien, je sais pas si... Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant qu'on passe. Alors, pour peut-être conclure, merci à tout le monde pour votre prise de parole. J'espère à tous que vous aurez pu découvrir des choses. Évidemment, notre prétention dans cet événement, c'était pas de vous donner tous les aboutissants de cette solution, c'était juste de vous évoquer un certain nombre de points auxquels cette solution rubrique répond. Je vous propose, si vous le souhaitez, de revenir vers nous et puis nous pourrons tout à fait aborder avec plus de précision vos projets individuels. Voilà, ça c'est la proposition qui vous est faite.